Ouélélé, ouélélé. Bonsoir. Je me souviens, j'étais gamine et je marchais sur la plage avec mon père. Et cette année-là, c'était ce qu'on appelle une année à étoiles de mer. Mais chez nous, quand on dit une année à étoiles de mer, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup dans l'eau, ça veut dire que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont mortes sur les plages. Et donc, elles sont là, toutes desséchées. Bon, et parmi elles, il y en a qui vivent encore. Mais en général, les gens, ils passent indifférents au milieu d'elles. Même, il y a des gens qui marchent dessus tellement il y en a. Et moi, j'étais gamine, et ça m'avait fendu le cœur. Parce que je ne comprenais pas qu'on laisse les étoiles dans le ciel, mais qu'on ne les laisse pas dans l'eau et qu'on ne les remette pas. Voilà. Alors, je me souviens que pendant que je marchais avec mon père, je ramassais celles qui vivaient encore, puis j'allais les remettre dans l'eau. Et puis je revenais, je parlais avec lui, j'en ramassais une, et puis il m'a regardé faire un temps, puis après, à un moment, il m'a dit, mais Cindy, faut que tu arrêtes, ça sert à rien ce que tu fais. Il y en a des milliers ici sur la plage. Ça sert à rien. Les 4-5 que tu vas les remettre dans l'eau, ça sert à rien. Moi, j'ai dit oui, j'en ai pris une. J'étais la mettre dans l'eau. Et j'ai continué comme ça pendant tout le temps de notre balade. Et c'est seulement à la fin de l'après-midi, quand on allait sortir, j'en ai pris une dans mes mains. Je dis, regarde, papa. Regarde-la bien, celle-ci, tu vois. Demande-lui à elle si c'est inutile ce que je suis en train de faire. Et je repense à cette histoire parce qu'il y a 2 jours, on était en train de se baigner, Françoise, ma femme et moi, et il y avait une étoile de mer dans l'eau. Énorme, magnifique. Et il y a même une gamine qui avait un masque et qui a plongé dans l'eau, qui est allée la chercher, qui nous l'a sortie de l'eau et on a pu la prendre dans nos mains. Et bien quand j'ai touché cette étoile de mer, quand je l'ai eue dans mes mains, je me suis souvenue de ça quand j'étais gosse. Et je me suis dit, si ça tombe, c'est elle. Comme moi, elle a voyagé. On dit chez nous qu'ils sont nés du ventre d'une femme, les contes. C'était une femme qui avait un cœur de biche, un cœur tendre. Et elle vivait avec un ours. C'était pas un vrai ours à proprement parler, hein, mais il avait tout dans la structure, dans le caractère. Il avait tout de l'ours. Ces deux-là, ils vivaient dans une petite cabane au milieu d'une forêt où il n'y avait jamais personne d'autre qu'eux. Lui, il était bûcheron. C'est pratique pour un ours d'être bûcheron. Tous les matins, il partait avec sa grosse hache sur son épaule et il partait couper des arbres. Elle restait la journée toute seule avec son cœur tendre de biche. Elle allait se promener dans l'herbe. Elle aimait beaucoup se serrer contre les arbres. Elle collait son dos contre les arbres et elle se disait « Je suis un arbre ». Et ça lui faisait du bien. Ça lui donnait envie de sourire. Alors il lui semblait que le soleil était plus proche d'elle. Et la journée se passait bien, elle souriait jusqu'au soir. Et le soir, elle s'installait dans sa petite cabane sur une chaise face à la porte et elle attendait le retour de son homme, de son ours. Il revenait toujours à la même heure, au moment où le soleil se couchait derrière les grands arbres. Elle entendait son pas, lourd, qui approchait. Et puis, il ouvrait la porte et il était tellement large. Il prenait tout l'espace de la porte. Il posait le bois qu'il avait ramené par terre et il en choisissait un bâton bien droit. Et avec le bâton dans sa main, il s'approchait, le pas lourd, de sa femme au cœur de biche. Elle baissait la tête. Et lui, avec le bâton, il frappait sur le dos de sa femme. Elle ne disait rien. Elle ne gémissait même pas. Faut pas les juger. Ils ne savaient pas comment faire autrement, ni l'un ni l'autre. C'était comme ça, c'est tout. Et le matin, quand il repartait dans la forêt, dès qu'il s'était éloigné, elle allait se coller contre un arbre. Elle se disait, je suis un arbre. Les arbres, ça n'a pas peur des coups. Et son sourire revenait. Et puis le soir, elle l'attendait. C'était comme ça depuis toujours, jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, tout à coup, elle a senti au creux de son ventre
comme une boule de chaleur qui s'est mise à gigoter à l'intérieur d'elle. Ça lui a fait des frissons partout. Elle a posé ses mains sur son ventre et elle s'est dit, j'ai de la vie en moi, un bébé, enfin. Et là, son rire a jailli comme une cascade. Elle s'est mise à danser dans la clairière et elle disait aux arbres, j'attends un bébé, j'attends, j'ai la vie dans mon ventre. Et puis tout à coup, elle est tombée à genoux par terre. Elle a serré ses mains sur son ventre et il y a un cri qui est sorti de sa gorge, un cri comme une louve à qui on aurait enlevé les enfants, un cri qui disait « Mais si jamais ce soir, avec son bâton, il touche mon ventre, si jamais il tue mon enfant avant même qu'il ne puisse naître !» Elle est restée comme ça toute la journée, enfermée dans sa peur et dans sa douleur. Et comme le soleil est allé se coucher derrière les grands arbres, elle s'est dit, il va rentrer. Alors elle est rentrée dans la cabane. Elle s'est assise sur sa chaise face à la porte. Et elle a entendu son pas approcher. Et la porte s'est ouverte. Il a pris le bâton. Et avec son pas lourd, il s'est approché d'elle. Elle a baissé la tête. Il a levé le bâton. Mais juste avant qu'il n'abaisse le bâton sur son dos, soudain, quelque chose a jailli d'elle. Une voix qu'elle ne connaissait pas, une voix qui lui a fait redresser la tête et qui lui a dit « Attends, je vais te raconter une histoire !» Et là, c'est un flot de mots, de rires et de soleil qui a jailli de la bouche de cette femme. Elle lui a raconté une histoire qu'elle n'avait jamais entendue, une histoire qu'elle ne connaissait pas. Et cette histoire était tellement belle que l'homme, il est resté comme ça avec son bâton toute la nuit. Toute la nuit, il a écouté sa femme raconter. Et quand elle a eu fini, c'était le matin, il a pris sa hache, il est parti travailler. Elle est allée danser avec les arbres. Et le soir, elle l'a attendu. Il est entré, il lui a dit « Attends, je vais te raconter une histoire. » Et tous les soirs, ça a été comme ça. Des histoires à chaque fois plus belles. Au bout de quelques semaines, l'homme, il ne levait plus le bâton. Il le tenait comme ça. Elle, pendant ce temps-là, son ventre grossissait. Quelques semaines plus tard encore, l'homme ne prenait plus le bâton. Et le ventre grossissait. L'enfant prenait de la place et les histoires, à chaque fois, venaient se mettre autour de l'enfant et lui donner à manger. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout de quelques mois, l'homme, quand il rentrait, il souriait, il s'asseyait accroupi par terre au pied de sa femme. Il lui disait « Et alors ?» Et elle racontait. Pendant 9 mois, elle a raconté. Et pendant 9 mois, les histoires se sont installées dans son ventre qui est devenu énorme. Et pendant 9 mois, les histoires sont allées chatouiller le cœur de l'homme. Et 9 mois plus tard, la femme était seule quand elle a mis son enfant au monde. Il n'y avait que les arbres qui étaient témoins de ce cri. Quand l'homme est arrivé à la cabane, ce soir-là, la femme, elle ne lui a pas raconté d'histoire. Ce soir-là, elle a tendu les mains. Et dans ses mains, il y avait ce petit machin, tout fripé, tout mauve, enfin tout, un bébé, quoi. Elle a juste tendu les mains vers lui et elle a plongé ses yeux dans les yeux de son âme. Et lui, il a mis ses mains sous les mains de la femme et elle a enlevé ses mains. Et lui, il s'est retrouvé là avec ce petit bébé, ce petit être si fragile au creux de ses mains. Et pour la première fois de sa vie, l'homme ours, il a eu peur. Il a eu peur de serrer trop fort ou de lâcher. Il a eu peur de faire du mal à cette petite chose au creux de ses mains. On dit que depuis ce jour-là, l'homme, il n'a plus jamais pris son bâton. Et on dit que le jour où l'enfant est sorti du ventre de la femme, en même temps, toutes les histoires se sont envolées. Et ces oiseaux invisibles sont partis se poser à la cime des arbres, dans le creux des vallées, sur les rivières, un peu partout, et que depuis ce jour-là, elles attendent que des oreilles passent pour les manger, et puis pour les raconter et pour les donner. Voilà, tout simplement.
Ce jour-là, Annie Godefaro était assise dans sa véranda, elle buvait sa tasse de thé et elle lisait le journal. Elle faisait ça tous les jours, juste avant que les enfants ne rentrent de l'école, c'était son rituel. Et tout à coup, elle a entendu des bruits étranges dehors qui semblaient venir du ciel. Elle a levé les yeux et elle a vu le ciel noir. Il y avait des formes qui se dessinaient, on aurait dit des monstres, des démons qui s'approchaient de sa maison. Et puis soudain, le vent s'est levé, s'est mis à hurler. Elle a vu les feuilles tourbillonner tout autour de sa maison. Elle a vu ses rosiers parfaitement taillés, ployés, une chaise voler. Elle a posé calmement son journal, elle s'est approchée de la fenêtre, et c'est là qu'elle a vu, dans un tourbillon de grisaille, une vieille femme, laide, sale, une vieille qui ricanait, qui hurlait. Et cette vieille-là, elle a plongé ses yeux dans les yeux d'Annie Godefaro et elle a soulevé une ceinture verte et dorée qui éclatait de lumière. Elle lui a montré en riant de plus belle. Et quand Annie Godefaro a vu cette ceinture verte dans les mains de la vieille, d'abord son ventre s'est mis à bouillonner, son ventre a eu envie d'aller attraper la ceinture et de l'enfiler. Mais elle, femme raisonnable, elle a tout de suite arrêté ça, elle a tiré les rideaux, elle s'est rassise, elle a bu une tasse de thé. Elle a attendu que la tempête passe. Et de fait, ça s'est apaisé. Alors, avant que les enfants rentrent, elle est sortie dans le jardin pour remettre les chaises en place, balayer un peu les feuilles mortes, redresser son rosier. Et là, au pied du pommier, la ceinture verte était là. Elle est allée chercher une paire de gants pour ne pas toucher la chose. Elle a pris une pelle, elle a creusé au pied du pommier, elle a jeté la ceinture verte dedans et puis elle a gratté. Et elle a oublié. Elle a oublié jusqu'à cette nuit-là, qui était une nuit de pleine lune. La lune était blanche et ronde dans le ciel. Elle tournait à gauche et puis à droite dans le lit. Elle n'arrivait pas à dormir. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle, une force qu'elle ne connaissait pas, qui voulait qu'elle se lève, mais elle s'accrochait au matelas. Bon, bien sûr, la force a fini par gagner. Le corps d'Annie Godefaro s'est levé, elle n'a pas eu le choix, elle l'a suivi. Elle est allée jusque dans le jardin, au pied du pommier, et là, à main nue, elle a gratté la terre, elle a sorti la ceinture verte et dorée, et elle l'a enfilée. À ce moment-là, son sang s'est mis à danser. Ça a été tellement puissant à l'intérieur d'elle qu'elle en a eu le vertige. Et que ça s'est mis à tourner, tourner, tourner tellement fort qu'elle est tombée par terre inconsciente. Et quand elle s'est réveillée, elle a eu envie de rire comme elle n'avait jamais ri dans sa vie. Mais c'est pas un rire de femme qui est sorti de sa bouche, c'était un rire de louve. Elle avait les pattes poilues, le ventre brûlant, elle s'était transformée en louve. Elle a senti l'odeur du vent. Alors elle s'est mise à courir, elle a sauté au-dessus du petit portail en bois, elle a couru dans la vallée, couru, et plus elle courait, plus elle se nourrissait des odeurs du vent, et elle léchait la rosée sur les herbes au passage, et elle est allée jusqu'au sommet de la colline, et elle s'est mise à chanter. Juste avant l'aube, elle est rentrée dans son jardin. La ceinture verte s'est décrochée, elle a repris son corps de femme, elle a enterré plus profond la ceinture verte, elle a même mis des cailloux au-dessus de la terre, elle est rentrée chez elle, elle s'est douchée, elle a frotté sa peau, frotté, elle a peigné ses cheveux, les a remis en chignon, elle s'est maquillée, elle a fait ses ongles, elle a préparé le petit déjeuner pour ses enfants et pour son mari, et quand ils se sont levés, Annie Godefaro était impeccable. Et elle avait oublié. Jusqu'à la prochaine nuit de pleine lune. Elle était blanche et ronde dans le ciel et elle n'arrivait pas à dormir. Et son mari ronflait à côté d'elle. Elle aurait bien voulu l'attraper, mais
c'est que Annie Godefaro et son mari ne se touchaient qu'à certaines heures précises. Alors, à force de chercher quoi faire pour s'endormir, son corps s'est levé sans lui demander son avis, elle l'a suivi, elle est allée au fond du jardin, elle a creusé, la ceinture verte, elle l'a enfilée. Elle s'est mise à courir, elle a sauté le portail, elle a couru dans la vallée. Et là, au passage, tout à coup, elle a vu une belette qui s'enfuyait. Elle a couru derrière la belette, elle y a mis les pattes et puis les dents, elle a croqué, elle a bu son sang, sa chair. Avant l'aube, elle est rentrée dans le jardin, la ceinture verte s'est décrochée, elle l'a enterrée encore. Annie Godefaro était à nouveau impeccable. Elle avait presque tout oublié. Jusqu'à la nuit suivante de pleine lune, blanche et ronde dans le ciel. Cette nuit-là, elle n'a même pas essayé de s'endormir. Elle a attendu que son mari dorme, elle s'est levée. Elle et son corps, en même temps, sont allés jusqu'au pied du pommier. Elle a décroché, elle a mis la ceinture verte. Elle s'est mise à courir. Une belette par-ci, un écureuil par-là, elle a couru. Elle a couru tout en se léchant les babines. Et quand elle est arrivée là, au sommet de la colline, sous la lune blanche, elle s'est mise à chanter, chanter, chanter. Et elle a entendu au loin d'autres loups qui lui répondaient. Son ventre s'est mis à brûler, elle a chanté plus fort. Et elle en a entendu un chant, le chant d'un mâle au loin qui lui répondait. Alors elle a couru en direction du mâle. Et quand elle l'a vu là, noir sous la lune blanche, elle s'est arrêtée. Et elle a attendu qu'il s'approche d'elle. Elle a levé la croupe quand il est arrivé à proximité. Et avec le loup, elle a dansé toute la nuit. Et au petit matin, épuisée, elle est rentrée dans son jardin. Elle a pris sa douche, elle a remis ses cheveux en place et elle a préparé le petit déjeuner. Suite à cette nuit-là, elle n'a pas toujours attendu la lune blanche et ronde. Ça lui est arrivé assez régulièrement d'aller chercher la ceinture verte. Elle y a pris goût. Et ça a duré 1 an. Une année entière où ses enfants, parfois, la regardaient d'un drôle d'air. Et son mari, parfois, la regardait avec des yeux un peu plus brillants que d'habitude. Et là, cet après-midi-là, Annie Godefaro buvait le thé sous la véranda quand elle a entendu des bruits qui semblaient venir du ciel. Et les feuilles qui se sont mises à voler. Elle a regardé par la fenêtre, la vieille était là, dans son nuage de poussière grise. Elle s'est dit qu'elle était belle, cette vieille. Elles se sont regardées, elles se sont souries, elles se sont mises à rire. Et Annie Godefaro a compris que la vieille était là pour reprendre la ceinture verte. Et c'était bien comme ça. Elle savait qu'elle n'en avait plus besoin. D'ailleurs, cette nuit-là, qui était une nuit de pleine lune, Annie Godefaro n'arrivait pas à dormir. Alors elle s'est approchée de son homme. Elle lui a mordillé l'oreille, elle lui a dit « Mon loup, il est temps que tu te réveilles, toi aussi. » Et voilà, l'histoire est terminée. Pour toutes les petites oreilles qui sont là, c'est l'histoire d'une pomme. Une belle pomme qui est dans un pommier. Jusque-là, tout est normal. Le pommier est dans un grand pré au milieu des bleuets et des coquelicots. Dans le pré, il y a quelques belles grosses vaches qui se pavanent. Les vaches en Belgique, elles sont extrêmement... Voilà, ce sont des déesses. Des déesses qui... Voilà, soit. Et c'est pas le thème, c'est la pomme. Voilà. La pomme, elle est belle et elle le sait. Elle sait qu'elle est belle. Alors toute la journée, elle se dort au soleil... Je suis la plus belle, la 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 la. Ah, mais toi t'es laide. Là par terre, dans les racines du pommier, il y a une offrande faite à la terre par une vache. Vous voyez ? Une bouse de vache. Une bouse de vache toute fraîche, toute étalée. Et donc la pomme, elle fait « Ah !» et toi, t'es laide. Et la bouse, elle dit pas grand-chose. Je vous la fais. Attends.
parce que comme il y a une caméra, il faut que je fasse attention à mon décolleté pour vous la faire. Voilà. Donc la bouse, elle fait... Ça passera. Ce jour-là, le vent est de très bonne humeur. Il fait danser le pommier. Et le pommier danse, danse, danse tellement que la pomme se décroche et qu'elle tombe à côté de la bouse. Alors elle a quelques petits coups par-ci par-là, hein, mais elle est toujours la plus belle. La 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 la. Ah, mais en plus de près tu pues. Et puis t'es toute poilue. Ah. Et elle, la bouse, ça passera. Pendant que ces deux-là sont en train de discuter, il y a une belle grosse vache, déesse des prés, qui approche. Parce que la belle grosse vache, de loin, elle a vu la belle petite pomme à croquer. Et au moment où la vache va croquer la pomme, il y a la bouse qui dit à la pomme: à tout à l'heure. Je vais vous en raconter une dernière, l'histoire d'un homme cette fois-ci. Tu veux venir avec moi, Tony? Enfin, c'est l'histoire d'un guerrier. Un guerrier ultra puissant. Il a atteint les sommets de la gloire, les sommets du pouvoir. Tout le monde le craint. Il se sait invincible. Derrière lui, c'est une rivière de sang qui coule. Il a coupé des têtes, égorgé des ventres, égorgé des femmes, éventré des ventres. Enfin bref, c'est pas le moment où on rit, normalement c'est terrible. Bon. Derrière lui, c'est donc une rivière de cadavres, mais c'est grâce à ça qu'il a atteint la gloire. Bon. Ce soir-là, il est dans la forêt. Il est dans la forêt avec quelques-uns de ses guerriers les plus valeureux, et il festoie. Et tout à coup, il y a une ombre blanche qui apparaît entre deux arbres. C'est un vieillard, mais un vieillard tellement vieux, on dirait un nuage. Il touche pas le sol. Il avance tout doucement, et tous ces fiers guerriers là, ben, ça leur cloue le bec. Ils le regardent approcher et personne ne dit rien. On lui fait même une place à table. Et on lui donne une assiette et à manger. Et lui, il se met à parler. Et sa voix, on dirait qu'elle vient du plus profond de la nuit des temps. Elle est tellement légère, tellement fragile, que les guerriers sont obligés de se pencher vers lui pour boire ses mots. Il y a comme un effet hypnotique qui se passe. Je sais pas. Les guerriers finissent par s'endormir sur la table. Les uns après les autres. Tous sauf lui. Parce que lui, c'est pas des histoires qui vont l'endormir. Et une fois qu'il n'y a plus que lui et le vieillard plonge ses yeux dans les yeux du guerrier et lui dit: maintenant qu'on est seul, je vais te dire pourquoi je suis là. Je suis venu te parler d'un oiseau. Un oiseau invincible. Il est l'être le plus puissant du monde. Même toi, tu ne pourrais pas le vaincre. À ce moment-là, il y a eu comme un tambour dans la tête du guerrier. Ça lui a fait mal tellement ça cognait. Impossible. C'est moi, l'être invincible. Personne ne me résiste. Et le vieux, il continuait de parler de cet oiseau-là. Et plus il parlait, plus le guerrier sentait la colère le prendre de partout. Alors soudain, le guerrier, il a jeté tout ce qu'il y avait devant lui sur la table. Il a cogné dans un arbre. Il a pris sa massue en pierre.
il l'a mis sur son épaule. Et il a regardé le vieillard qui lui a dit « Si tu veux, je te dis où se trouve la forêt de l'oiseau. Si, ma foi, tu as envie d'aller mourir sous ses griffes. » Il est parti, le guerrier, en direction de la forêt de cet oiseau-là. Il a marché pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Rien n'aurait pu l'arrêter. Ça cognait, ça cognait. Le roi du monde, c'est moi. L'invincible, c'est moi. Il est arrivé le 3e jour à l'heure de midi, dans une clairière. Une clairière inondée de soleil. Et quand il est arrivé au milieu de la clairière, tout à coup, obscurité totale. Le guerrier a regardé partout, en l'air. Il était là, l'oiseau, gigantesque, tellement grand qu'il cachait la lumière du soleil. Et il a vu le guerrier dans ses yeux comme 2 flammes rouges qui venaient droit de l'enfer. Et il lui a dit « C'est moi qui te vaincrai, c'est moi qui te tuerai !» Alors il a pris sa massue en pierre et il l'a fait tournoyer. Et la massue, elle est allée exploser dans la poitrine de l'oiseau, directement dans son cœur. Et il y a eu une pluie de bouillie qui est tombée. Un hurlement qui est sorti du ventre de l'oiseau. Un hurlement qui a fait trembler les arbres et la terre. Et puis l'oiseau est devenu tout petit. Et en même temps, il s'est mis à tomber. Il s'est affalé sur la terre aux pieds du guerrier. C'était donc aussi simple que ça. Ça a arrêté de cogner, là. Ça s'est mis à chanter partout. Alors il a dansé pour remercier ses propres forces à lui. Il avait gagné, c'était lui l'invincible. Mais pendant qu'il dansait, il n'a pas vu une petite plume. Une toute petite plume qui descendait portée par le vent tout doucement. La dernière escapée de l'oiseau. Cette petite plume est allée se poser sur la nuque du guerrier. Et à ce moment-là, il a senti comme un poids sur sa nuque. Il a essayé d'enlever la plume, impossible, et le poids est devenu tellement fort que pour la première fois de sa vie, il a dû baisser la tête. Puis il a dû courber les épaules, se plier, se courber vers la terre, poser le genou par terre, et puis s'écrouler la face sur la terre, anéanti par une plume. Il ne pouvait pas comprendre ça, et en même temps, il ne pouvait pas s'en libérer. Et il est resté là longtemps, très longtemps. Il est resté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir à l'intérieur de lui, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'un tout petit murmure de vie qui coulait encore dans ses veines. Et là, il a vu arriver une vieille femme, à la chevelure blanche comme une lune pleine. Et elle riait, et son rire jaillissait d'elle comme une source d'eau claire. Il est parvenu à murmurer, à l'appeler au secours. Va chercher tous les hommes forts que tu connais pour me libérer de cette peine. Et elle a ri, et son rire est devenu un feu d'artifice. Elle lui a dit, tu veux que j'aille chercher les hommes forts de chez moi pour une plume? Elle a marché jusqu'au-dessus du guerrier, là par terre. Elle a soulevé sa tignasse de cheveux, elle a soufflé sur la plume. Et la plume? Et puis, toujours en riant, elle est repartie de là où elle venait. Le guerrier, lui, il s'est redressé lentement. Il a rampé jusqu'à une flaque d'eau pour boire. Il s'est remis debout. Et il est parti en marchant. Sans y réfléchir, il est parti dans l'autre direction de celle d'où il venait. Il est reparti vers son passé, vers le village de son enfance. Et il a marché comme ça des jours durant, jusqu'à arriver à l'endroit où il était né.
Et là, il est arrivé devant la maison de son père. Il y avait du monde à l'intérieur. Quand on l'a vu, tout le monde est sorti. Son père était mourant, allongé sur le lit. Alors le guerrier s'est assis sur le lit à côté de son père et il lui a raconté son histoire. Et il lui a parlé de la plume. Et de la plume qui s'était envolée. Et le vieillard lui a dit dans un sourire, « Tu voudrais comprendre, n'est-ce pas ?» Alors il lui a dit, « Tu sais, mon fils, pour qui ne connaît pas cet oiseau-là, une plume est une plume. » Il l'a répété encore une fois et ce furent ses derniers mots. Pour qui ne connaît pas cet oiseau-là, une plume est une plume. L'histoire ne dit pas ce qu'est devenue la vie du guerrier invincible après cela. Mais ce que l'histoire dit, c'est que son pas et la manière dont il a posé les pieds sur la terre depuis ce jour-là n'étaient plus la même. Avant de vous dire tout à fait au revoir, j'ai une histoire là qui me brûle depuis tout à l'heure. Elle est très courte. Et en fait, ce matin, j'ai reçu un mail d'un... Il y a un problème avec le micro, non? J'ai l'impression d'être dans une église. Je fais la messe. Ce matin, j'ai reçu un mail d'un ami très très cher à mon cœur. J'ai pas souvent l'occasion de le voir. On a souvent bu du café ensemble. Il le fait lui-même, il est libanais. Et dans le mail, il me disait, cette nuit, j'ai rêvé qu'on buvait une tasse de café ensemble au bord du lac. Heureusement qu'il y a les rêves de temps en temps pour pouvoir boire des tasses de café, même quand on ne se voit pas. Enfin bref. Et c'est une histoire que lui m'a racontée. Il m'a dit que quand il était arrivé en France pour la première fois, il parlait pas du tout la langue du pays. Il connaissait pas les mœurs. Bon, et il avait faim. Il marchait dans la rue et il avait faim et il savait pas... bon, voilà. Puis il a vu un bâtiment avec des enseignes lumineuses, des photos d'assiettes de spaghettis. Il a compris que c'était un fast-food. Il y est entré, il a observé comment ça se passait, il a vu les gens prendre un plateau, faire la file, montrer l'image, payer, hop, aller s'asseoir à table. Il s'est dit facile, c'est ce qu'il a fait. Il a pris son assiette, il est allé poser ça à table. Et puis là, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de prendre de l'eau. Donc, il a posé son manteau sur sa chaise, et puis il est retourné pour chercher de l'eau. Et quand il est revenu avec son verre d'eau, il a vu sa table, mais devant son assiette, il y avait quelqu'un qui était assis et qui était en train de manger dans son assiette. Il avait la peau foncée, et lui, il s'est dit, le pauvre, il doit avoir faim. Peut-être qu'il n'a pas les moyens de s'offrir un spaghetti, ma foi, je vais le laisser faire. Donc il s'est assis en face de lui et il l'a regardé manger. Et apparemment, lui non plus parlait pas la langue. De temps en temps, ils se sont fait un signe de tête, ils se sont souri. Et d'ailleurs, l'autre, à un moment, lui a tendu la fourchette en l'invitant à manger aussi dans l'assiette. Bah, il l'a pris et finalement, ils se sont partagés l'assiette comme ça. Et quand l'assiette a été terminée, bah, il s'est dit, s'il a vraiment faim, ma foi, je vais aller en rechercher une deuxième. Et donc, il est reparti faire la file pour reprendre une deuxième assiette. Et quand il est arrivé pour la poser, il a vu juste là plus loin une autre table avec une assiette de spaghettis et sa veste sur la chaise. Voilà, et ce jour-là, il m'a dit, tu vois Cindy, quand tu rencontres un étranger, parfois tu crois que c'est toi qui lui fais un cadeau, mais souvent c'est l'inverse.